Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et ceci est la 9e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Alors c'est la 9e vidéo mais c'est surtout la partie 2 de la vidéo précédente. Tout simplement parce que lors de l'enregistrement de la vidéo précédente, j'ai mon voisin qui est venu frapper ma porte en me disant bonjour, je révise mes partiels, tu fais trop de bruit, baisse d'un ton. Et du coup j'ai voulu, parler plus doucement sur tout le reste de la vidéo. Et alors déjà que j'ai des retours négatifs sur la qualité audio, autant vous dire que là c'était vraiment inaudible. Donc j'ai préféré couper. En fait heureusement parce que la vidéo précédente elle fait déjà un peu plus d'une heure. Donc elle aurait été vachement longue. Mais là donc je suis en train de reprendre la fin de cette vidéo et de vous expliquer le reste des outils dont je n'ai pas pu vous parler dans la vidéo précédente. Alors sans plus tarder, allons-y, commençons. Déjà, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé, toujours dans le menu édition, donc on va se mettre dans le menu édition. Je vous ai parlé du menu avec tous les outils W. Donc, quand on appuie sur le raccourci magique W, on a plein d'outils qui sont ici, je vous en ai parlé de pas mal d'entre eux déjà. Mais je ne vous ai pas parlé, par exemple, des Loop Tools qui sont là. Donc c'est dans le premier onglet, donc je vais parcourir chacun de tous ces petits outils qui sont ici. Et donc on va commencer par ça, allons-y. Déjà, on va avoir tous ces outils-là qu'on peut retrouver dans la toolbar à gauche ici. Si on descend un peu, on voit que ici on a un sous-onglet on a plein de sous-onglets qui sont fermés. Et le troisième c'est Loop Tools. Donc si on le déroule, on va avoir la même liste que ce qu'on avait quand on faisait W, pof, ici. C'est exactement la même chose. Et donc je vais le garder à côté, affiché à l'écran ici, et je vais passer par chacun d'entre eux. Avant de commencer le premier et ainsi de suite, je vais déjà me faire une forme géométrique qui me permettra d'expliquer 2-3 trucs. Donc alors, petite astuce que je pense pas avoir mentionné dans les vidéos précédentes, mais si vous voulez shifter entre les sommets arête et face, la sélection entre les sommets arête et face, vous allez là en bas ici comme je l'ai déjà expliqué. Par contre, j'ai appris ça très récemment, c'est très bête de ma part, mais ça fait partie des petits raccourcis clavier qu'on ne connaît pas et qui pourtant sont essentiels. Mais si vous faites CTRL TAB, vous avez ce petit menu là qui s'ouvre et qui vous permet de choisir le mode de sélection, Vertex, Edge, Faces. Moi, actuellement je suis en Vertices et je veux aller en Faces. Hop, et comme ça je sélectionne clic droit à ma face du haut, je peux faire l'astuce du CTRL clic gauche, ici, et je peux me donner une forme un peu bizarre, comme j'ai fait avant. Hop. Voilà. A noter que le CTRL clic gauche pour extruder comme ça, il y a quelqu'un qui m'a posté un commentaire en me disant que ça marchait pas avec lui. Bien sûr je fais CTRL et un clic gauche parce que j'ai seté mon projet pour que j'ai seté Blender, les paramètres, les préférences de Blender pour que je fasse mes sélections avec le clic droit et les validations de tâches avec le clic gauche. Donc là si je veux déplacer mon widget c'est un clic gauche, c'est un clic normal, et si je veux toutes les sélections que je voudrais faire seront avec le clic droit. C'est juste pour varier, pour éviter les troubles musculo-squelettiques qu'on peut avoir dans la main par exemple, à force de toujours faire le clic avec le même doigt partout, tout le temps. Le fait de varier et d'utiliser un autre doigt, c'est mieux pour les muscles. Il y a une raison, il y a un peu de ça dans la raison pour laquelle ils font comme ça. Et donc si vous avez inversé ça au tout début, là dans les premières vidéos, quand je vous ai montré la manière de faire, tout simplement parce que c'est plus pratique, hein, on est tous habitués au clic gauche, donc si vous avez voulu inverser, le petit tips dont je vous parle là, le CTRL clic gauche, il se fera avec le clic droit du coup. Ce sera pas le clic gauche, ce sera le clic inversé. Voilà, c'est tout bête. Donc maintenant j'ai une forme bizarre, mais c'est plus vraiment un cube, mais en gros avec ça je vais pouvoir montrer 2-3 exemples et expliquer un peu mieux les outils. Donc on va commencer par le bridge qui est ici, bridge. Pour ça, je vais encore modifier ma shape. Je vais faire un Alt clic droit, donc pour sélectionner un Edge Loop, mais là, comme je suis en sélection par face, c'est un Face Loop. Je vous renvoie à la vidéo sur la topologie que j'ai faite il y a 2 vidéos, je pense, en arrière maintenant. Et je vais supprimer, hop, la loupe de face qui est ici. Et maintenant, je vais refaire mon super raccourci CTRL Tab pour me mettre en sélection d'arête.
ou même je peux me mettre en sommet, j'aime bien les sommets, et je vais encore faire des Alt-clic droit pour cette fois-ci sélectionner des Edge Loops, et Shift Alt-clic droit pour en sélectionner deux, qui ne sont pas reliés justement, qui sont séparés, comme si on avait deux objets distincts. Et là, je vais cliquer donc sur cet outil Bridge, qui est le premier de mes outils de Loop Tools. Et quand je clique là-dessus, boum, je suis en train de refermer ma géométrie. Et donc en fait, je suis en train de fusionner. Bridge, en fait, en anglais, c'est le terme anglais pour pont. Donc c'est comme si je fais un pont entre les deux, je relie les deux groupes, les deux maillages que j'avais qui étaient séparés. Donc pour ça, notez que c'est préférable d'avoir le même nombre de sommets de chaque côté, hein, sur chaque edge loop qu'on sélectionne. Et ensuite, veuillez noter qu'en bas ici, dans le menu éphémère, comme j'aime bien l'appeler à chaque fois, nous avons des options. D'ailleurs, pour chacun de ces outils-là, on va avoir des options. On passera peut-être pas sur tous, parce qu'il y en a des évidents. Mais là, au moins, même s'ils sont évidents, juste pour vous montrer un peu le style d'options qu'on peut avoir, c'est tout ce dont on pourrait s'attendre. On vient de faire le pont entre les deux. Donc on a le nombre de segments qu'on peut avoir. Là, on est à un segment, mais on peut en avoir 2, 3. Donc là, on voit qu'on a 1, 2, 3 segments entre les deux. Ça fait des subdivisions. Et ça essaie de les smooth aussi en même temps. Et puis aussi on peut avoir les genres de choses comme le twist ici, imaginons que ça a bien relié mais ça s'est trompé parce qu'il y avait beaucoup plus de sommets, du coup ça savait pas trop quel sommet était en face de l'autre et ça s'est un peu trompé, ça a inverti deux sommets. On peut essayer de twister comme ça et là on voit que j'ai tourné en fait le pont comme si voilà il a assumé que ce sommet était en face de celui-là et du coup il a quand même fait un pont cohérent, bien, mais tout a été un peu tourné. Ça peut être un effet voulu aussi, hein. Donc on a aussi ce petit twist. Le reverse, ça veut dire que bah, on inverse, on invertit, ça fait n'importe quoi dans ce cas-là, mais ça peut être utile des fois, et voilà. Donc ça c'était le premier outil, c'est l'outil Bridge. On va revenir sur le twist de 0, des segments de 1, et comme ça je retrouve ma shape, je retrouve ma forme de tout à l'heure. Là maintenant, je vais passer au deuxième outil qui est l'outil Circle. Et encore une fois, bon, je vais faire un CTRL R ici pour rajouter un... Ah ben tiens, très bien, je peux faire avec un loop cut qui est ici. On sélectionne un loop cut, donc on sélectionne même pas forcément un loop cut, mais un nombre de sommets défini. Et on clique sur Circle. Boum. Et là, en fait, on voit pas trop parce que je n'ai que 4 sommets, donc effectivement, je vois pas grand chose. Je vais faire CTRL R, je vais rajouter des sommets ici, CTRL R, je vais rajouter des sommets là. Donc là, maintenant, quand je sélectionne mon edge loop ici, j'ai beaucoup plus de sommets. Quand je fais Circle, on devrait voir beaucoup mieux ce qui se passe, c'est que justement, ça me prend tous les sommets sélectionnés et ça me les transforme en cercle. C'est plutôt ce à quoi on pourrait s'attendre quand on clique dessus. Et donc ça le fait pour les edge loops, comme je viens de le dire. Mais si par exemple, si je rajoute de la géométrie ici, et puis je rajoute de la géométrie là, et je sélectionne hop, tout un groupe de sommets qui sont ici, voilà. Ça je vais les faire en cercle, ça marche aussi. Circle. Pourtant c'est largement pas un edge loop ce qu'il y a ça. Là ça c'est un edge loop, ça c'en est un, ça c'en est un. Ça non, clairement pas. Donc vous pouvez prendre n'importe quel groupe de sommets, je pense que même si on fait des sommets séparés, pardon, des sommets qui sont pas liés entre eux, voilà, hop, ici, ça je vais les faire en cercle, si je fais circle, ça me les met en cercle, si on voit la sélection en orange, si on relie dans notre tête chaque point orange, ça fait un cercle, oui bien sûr, mais ça fait n'importe quoi avec ma géométrie à côté, donc j'avais jamais essayé, là c'était du live, du freestyle, pour vous, devant vous, mais bon ça fait un peu n'importe quoi, mais mes 5 sommets étaient bien en cercle. Ensuite, l'outil suivant c'est l'outil Curve. Alors l'outil Curve, je ne m'en sers jamais. Disons que j'ai du mal à comprendre un peu comment ça fonctionne, enfin pas comment ça fonctionne, mais à quoi ça pourrait servir, parce qu'on sélectionne 2 sommets par exemple, donc ça définit vraiment un edge loop. Si je clique sur Curve, ça va s'arranger pour que le reste des sommets qui forment l'edge loop autour s'arrondisse, fasse une curve, mais là en tout cas dans cet exemple ça fait un truc bizarre et je sais pas jusqu'où on peut le contrôler. Regardez, ça vient jusqu'ici, peut-être que j'aurais voulu que ça s'arrête avant, mais j'ai sélectionné que ça se limite pas à la sélection, ça se limite à je sais pas jusqu'où, donc c'est assez bizarre, je sais pas trop comment le faire fonctionner, comment ça fonctionne bien, donc je préfère pas trop en parler. Donc on va faire CTRL Z et on va passer au suivant, Flatten. Et donc Flatten, là c'est plutôt clair, c'est assez explicite. Si par exemple on voit que clairement ici le plan qui est là entre ces 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sommets, pardon, c'est clairement vallonné, enfin c'est pas droit du tout, pas plat.
Pourtant je me dis que sur cette surface j'aimerais que ce soit vraiment tout soit plat, tout soit dans le même plan. Bon bah je vais juste sélectionner chacun de ces sommets, hop, je sélectionne ça et je fais flatten et ça calcule à peu près le plan médian qu'il y a entre chacun des points et ça les aplatit tous pour qu'ils soient comme il faut. C'est pratique parce que imaginons que j'ai déplacé ce point là, hop, je peux facilement réaplatir comme je viens de montrer juste en haut toute la face qui est au bout de ma géométrie. Alors que en général, ça, j'y arrive beaucoup mieux quand, si je veux aplatir ça, je m'arrange en général pour que ce soit des faces comme par exemple celle-ci, parce que celle-ci, je sais que si je me mets en vue de face ou de côté, je suis vraiment droit par rapport au monde, et dans ce cas-là, je peux, même avec, s'il y a d'autres points à côté qui sont pas, hop, qui sont pas très bien comme ça, je peux m'arranger soit en faisant... Je vais décocher ça, comme ça je peux voir à travers tout. Soit en sélectionnant chacun de mes sommets, je me mets en snapping par vertex. Je vous ai montré ça, les snapping. Oui, snapping par vertex, ça veut dire que là je vais me coller aux sommets les plus proches. Donc quand je clique sur mon widget, je déplace mon vertex ici. Je vais me mettre en vue de fil de fer, comme ça on verra mieux. Je vais déplacer mon vertex ici. Et si j'appuie sur Shift, bien sûr, je déplace plus lentement. Mais si j'appuie sur CTRL, je me rentre dans le mode de snapping qui est ici. Donc le mode de snapping pour l'instant il est sur des vertex, donc des sommets. Donc si j'appuie sur CTRL, boum, dès que ma souris passe sur un sommet le plus proche, eh ben, ça se snap dessus. Bien sûr, là je suis en train de limiter sur l'axe Z, donc ça snap sur l'axe Z. Donc si je prends le sommet qui est ici, là je suis en train de maintenir CTRL et maintenir mon clic pour déplacer. Si ma souris se rapproche de ce sommet qui est à droite ici, mon vertex sélectionné va se mettre à niveau sur l'axe Z de ce vertex là, mais il ne va pas se déplacer sur les axes X et Y, il ne va pas se déplacer pour venir se coller exactement sur ce vertex là. Donc là si je relâche, mon vertex est toujours au centre ici, mais au niveau Z, il est bien snappé à ce vertex là. Mais au lieu de le faire pour chacun des trois vertex qui étaient déplacés, j'aurais aussi pu, vue de face, j'aurais aussi pu faire B, une boîte de sélection, sélectionner tout ce qui est en bas, et faire ici l'outil de scale, de redimensionnement, vers le bas ici, taper 0 sur mon pavé numérique, entrer, et là j'aurais tout scale, j'aurais tout aplati pour que ce soit plat, mais on se rend bien compte, si je fais un CTRL Z, je reviens en vue de face. Si je zoome bien, regardez un peu par rapport au quadrillage qu'il y a derrière ici, le quadrillage derrière. Si je fais ça, hop, je baisse un peu. Ah, vous voyez que quand je suis en train de le baisser ou de l'augmenter, on voit qu'on a une variation, que ça augmente, que ça se lève ou que ça se baisse. Ce qui veut dire que lorsque j'aurai fait mon ça 0 entrée, je ne serai pas au même niveau de grillage, j'aurai un peu de décalage. Donc pour ceux qui veulent être très précis, bah là je suis encore un peu décalé par rapport à la grille. Ce qui fait que, et je suis obligé pour aplatir de cette manière, je suis obligé d'avoir un plan, de vouloir faire un plan qui soit vraiment droit, perpendiculaire, enfin droit parallèle aux axes du monde en fait, aux axes de mon widget, de ces manipulateurs. Parce que sinon bah, je peux pas faire de redimensionnement et donc ça marche pas bien. C'est pour ça que cet outil de flatten est vraiment très pratique ici, parce que je peux sélectionner, même quand ce n'est pas aligné avec le monde, je peux sélectionner les points que je veux, hop, et je fais donc mon flatten ici, boum, et là j'ai aplati suivant le plan médian à tout ça. Bien sûr, il y a les propriétés en bas, donc je peux ici changer le mode dans lequel ça s'aplatirait. Par exemple, je peux dire que je veux l'aplatir par rapport à la vue. Donc là, si j'aplatis tous les points tels qu'ils sont dans la vue maintenant ici, dans laquelle je suis, boom, view, et là je clique sur flatten. Donc ouais, c'était le mode éphémère, donc ça a repris de 0 comme c'était avant, et là ça les a aplatis. Là ils sont aplatis là. Alors vous ne me croyez pas, mais si je me déplace, boum, tout est aplati. Mais par rapport à la vue dans laquelle j'étais. Voilà, donc CTRL Z, on va annuler ça, donc là ils sont plus aplatis, ils sont revenus comme avant. Et on passe à l'outil suivant qui a G-Stretch. G c'est pour le Grease Pencil. Grease Pencil c'est l'outil que j'utilise parfois quand j'appuie sur D et que je clique comme ça. Je suis en train de dessiner en fait sur ma vue 3D. Et c'est un outil qui est de plus en plus puissant dans Blender. Ils ont augmenté pas mal les fonctionnalités. Il y a même des gens qui, avec Blender et cet outil dans Blender, ils font des animations.
ils font des mini-animations. Donc pour vous dire à tel point c'est complexe, je m'en suis vraiment jamais intéressé, trop intéressé, je sais comment ça fonctionne. Des fois je peux l'utiliser pour vous montrer certaines choses dans les vidéos, mais honnêtement ça s'arrête là. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Après, si j'ai lu la doc là-dessus, c'est que si on clique là-dessus, les sommets sélectionnés vont s'étirer pour matcher, pour se coller au grease pencil, donc au trait que j'aurais tracé. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors le loft. Loft ici, si on laisse la souris dessus et qu'on voit la tooltips, il y a marqué Bridge to or loft several loops of vertices. Et si on revient sur le bridge au-dessus, et qu'on lit le tooltips, il y a marqué Bridge to or loft several loops of vertices. Attention, ça s'arrête pas là. Si je sélectionne mon face loop qui est ici, que je supprime mes faces, que je sélectionne deux edge loops, pardon, pas ça, si je sélectionne deux edge loops ici et que je clique sur loft, oh mon dieu, ça fait la même chose que tout à l'heure. Et si je regarde les propriétés éphémères qui sont ici, eh ben, j'ai strictement les mêmes que celles que je vous ai montrées dans le bridge au-dessus. Conclusion, je ne sais pas quelle est la différence entre loft et bridge. Clairement, hein, si quelqu'un connaît la distinction entre les deux, qu'il le lâche dans les commentaires en dessous, qu'il m'explique, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir fait deux outils différents ici. C'est clairement, alors peut-être qu'en fait au début il y avait une différence, mais que le loft ils l'ont amélioré pour que ça puisse faire la même chose que le bridge. Pareil pour le bridge, ils l'ont amélioré pour que ça fasse la même chose que le loft. Et ensuite ils ont oublié d'en supprimer l'un des deux, et voilà. Je sais pas, mais ça a des noms différents, donc ça doit signifier des choses différentes. Mais non, je connais pas. Donc voilà. Pour l'instant, loft, c'est la même chose qu'un bridge. Point barre. Ensuite, relax. Take it easy. Pardon, je devais la faire. Donc relax, ça va vous permettre de... Bon, si je sélectionne tout mon objet, ici, et que je clique sur relax, hop, on va le faire. On voit pas très bien, mais si j'augmente les itérations ici et que je mets à 10 par exemple, on voit que ça essaie d'arrondir, on peut dire, l'objet. Le truc c'est que ça fonctionne sur des edge loops. Ça va essayer de smoother, donc de lisser, d'arrondir, ouais, de lisser, voilà, plutôt, des edge loops. Et de rendre, pour que la forme globale soit plus lisse, quoi, soit mieux. Enfin, j'espère que vous voyez avec l'exemple à peu près ce à quoi ça essaie d'arriver. Je vais vous montrer autre chose à côté qui est bien meilleur que ça. Peut-être que c'est mieux si on sélectionne que un edge loop en particulier et qu'on le fait sur ça. Mais l'autre outil fait la même chose, donc je vois pas trop pourquoi on utiliserait celui-là. Bon, c'est là, voilà, je vous l'ai expliqué, je vous l'ai montré. Et l'autre outil en question, avant de passer sur le space qui est en dessous, je vais vous le montrer de suite, c'est l'outil Smooth. Donc encore le raccourci magique, c'est W. Et on va aller en bas ici sur Smooth. Donc si on clique sur Smooth, là déjà on voit que ça lisse l'objet global, ça maintient la forme, et on a quelque chose de déjà beaucoup plus... décent. Donc si je peux augmenter le repeat qui est ici en bas et donc le faire plusieurs fois, et même quand je vais dans des valeurs un peu extrêmes, j'ai quelque chose qui est convenable par rapport au relax au-dessus qui était pas qui faisait un peu n'importe quoi à mon goût, hein, franchement. Donc CTRL Z, voilà, on va enlever ça, et maintenant je vais faire le space qui est le dernier en bas. Space, alors space, si je sélectionne par exemple les... comment je vais faire ça? Il faut que je sélectionne un bon exemple. Bon, disons que on va sélectionner là celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Voilà, très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais même on va les exagérer. G, hop, G, hop. Vous êtes d'accord avec moi sur cette sélection de sommets ici? Tous les sommets ne sont pas espacés équitablement sur l'arête. Donc si je clique sur Space, ça va automatiquement recalculer tous les sommets pour qu'il y ait un intervalle régulier et homogénéiser l'intervalle entre chaque sommet. C'est tout ce que ça fait. Donc voilà, c'est assez simple. Et là j'en ai donc fini avec tous les Loop Tools qui sont ici. Il me reste encore 3-4 petits trucs à vous montrer. Déjà je vais commencer par revenir en mode objet, supprimer cette forme et faire un Shift A pour ajouter un cube de départ. Très bien.
Maintenant je vais passer en mode édition. Je fais mes modifications sur mon cube, blablabla, je suis très content, j'ai passé un temps fou à le modifier, c'est un truc, une œuvre d'art ce cube, et c'est quelque chose qui m'a pris des heures. Bon, maintenant je suis très satisfait avec mon cube, je veux surtout pas y retoucher. Je passe un autre élément dans ma scène, le cube je vais le placer, il est à peu près là, puis maintenant je vais faire Shift A et maintenant je vais rajouter une sphère dans ma scène. Ok, une sphère. Boum. Là j'ai ma sphère, je passe encore une fois des heures à la modifier, c'est quelque chose, c'est une œuvre d'art encore une fois, je suis très content, ma scène se remplit, elle est vraiment bien, et les deux objets que j'ai dans ma scène sont d'une beauté, c'est n'importe quoi. Donc maintenant, oh tiens, je viens de finir avec ma sphère et mon cube, mais je me rends compte que mes deux objets, je les ai faits en mode édition. Donc repassant en mode objet, bah là, ce n'est qu'un seul objet en fait, c'est pas deux objets différents. C'est un seul objet qui a un maillage double, qui a un maillage de cube et un maillage de sphère en un seul. Son maillage à cet objet, c'est les deux, ces deux formes. Mais alors comment faire? J'ai passé des heures à modéliser chacun de ces deux objets, qui n'en est au final qu'un seul, et j'ai pas envie de passer en mode édition, supprimer soit l'un soit l'autre, repasser en mode objet et le refaire, et repasser des heures à le refaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je passe en mode édition toujours, je sélectionne l'objet que j'aimerais séparer, et que j'aimerais avoir en objet différent, donc là j'ai sélectionné ma sphère, et je vais appuyer sur le raccourci clavier P. P comme Separate, le titre du menu, c'est logique. Donc on va faire une séparation, Separate, et on fait par la sélection, donc on va cliquer sur la sélection qu'on a actuellement. Hop. Et là on voit que le contour est en orange foncé et on n'a plus accès au sommet, arête et aux faces de cette sphère. Donc maintenant si on repasse en mode objet, boum, on a notre sphère qu'on peut sélectionner individuellement de notre cube. Et ce qui est bien, c'est que si je rentre en mode édition de ma sphère, CTRL TAB pour passer dans le menu de sélection, de changement de sélection, et sélection par face, si je sélectionne un ensemble de faces ici, on va dire ça par exemple, et que je fais P, ça fonctionne pour juste des éléments comme des faces, qui sont connectés au maillage. Donc là si je vais en mode objet, j'ai un objet encore différent qui est ici, de ma sphère. Donc là si je prends ça et je fais G, j'ai mon objet qui est différent de ma sphère. Certains de vous l'auront peut-être remarqué, ceux qui sont assez pointilleux là-dessus, comme je l'ai recommandé dans les vidéos précédentes, qu'en fait, chacun de ces trois objets maintenant, chaque fois que je les sélectionne, on a les widgets, les manipulateurs, qui restent au centre du repère, ici. Donc en fait, ça veut dire que ces trois objets ils ont chacun la même origine, le même point d'origine, le point orange là qui est au centre de mon curseur 3D. Il est, pour les trois objets, au même endroit, au centre du monde. Donc en fait, ce cube, cette sphère découpée et cette découpe de sphère, ces trois objets-là, qui sont des objets différents, sont, pour Blender, positionnés exactement au même endroit dans ma scène 3D. Parce que, quand on les a déplacés, ou quand on les a déplacés, c'était à chaque fois en mode édition. Donc on était en train d'éditer le maillage et on disait que les éléments qui constituent le maillage de cet objet sont placés à tel endroit. Mais l'objet, lui, est placé là. L'objet est placé ici au centre de la scène. Par contre, le maillage qui constitue cet objet est situé là, à côté, est placé à côté. Et donc, ça déplace tout dans la scène comme ça. Tout ce qu'il suffit de faire, par exemple, je sélectionne mon cube, et là, si je remonte dans le toolbar ici, j'ai un menu déroulant qui s'appelle Set Origin, donc je peux replacer mon origine de mon objet, et je peux soit prendre la géométrie et l'amener vers l'origine. Donc là, si je fais ça, mon cube va se déplacer, boum, au centre de l'origine du repère. Soit je peux faire l'origine va vers la géométrie. Donc là, le point orange qui est au centre de l'origine du repère, qui est au centre de mon monde, va aller se snapper, boum, au milieu de mon cube. Ou alors je peux faire que l'origine se snap au curseur 3D. Donc là, le curseur 3D, ça va rien changer, il est au même endroit. Donc si je déplace mon curseur 3D ici, l'origine se déplacera là-bas. Ou alors l'origine au centre de la masse de l'objet, donc là ça va pondérer par rapport au poids des sommets que vous avez dans votre objet et ça va le mettre à cet endroit là, par rapport à la masse. En général je fais souvent le Origin to Geometry qui est ici, boum, et là vous voyez très bien que le point orange qui est là, il s'est déplacé pour se mettre exactement à l'endroit de mon cube. Si je fais, pour ma sphère par exemple, si je fais un Set Origin to 3D Cursor, boum, l'origine qui était ici va se snapper sur le curseur 3D. Et pareil pour celui-là,
ben lui, je peux faire le premier, par exemple, je peux faire que un geometry to origin, et donc là c'est la géométrie qui va se déplacer vers l'origine, et l'origine elle reste là où elle est. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer à un autre outil encore, c'est que on a notre scène qui commence à se remplir. Là, j'ai 3 objets, déjà ça devient encombrant. J'aimerais me concentrer sur certains objets, par exemple là, ces petites découpes de sphères, elles me dérangent dans ma scène, elles m'empêchent de voir la sphère qui est derrière, et pourtant, j'aimerais pouvoir garder mon cube et ma sphère, et puis bosser que sur ces deux-là, sans être dérangé par ça. Mais ça, je ne vais pas le supprimer non plus. Donc je vais le cacher, et je vais cacher sa visibilité. Ce qu'on peut faire pour cacher la visibilité, c'est aller en haut ici à droite dans l'outliner, donc c'est le panneau qui récapitule en fait tous les éléments de notre scène. Alors là c'est très moche parce que j'ai rien renommé dans ma scène. Lorsqu'on fera je vais essayer, je suis en train de réfléchir à faire des exemples d'exercices assez concrets avec vraiment des objets, enfin un but comme ça, parce que ça permet effectivement de bien montrer dans l'outliner comment bien renommer sa scène et être organisé, avec tout un processus de travail. Mais là, clairement, c'est juste pour les exemples, j'ai rien renommé. Donc en fait, tout est marqué cube, cube 001, cube 002. Quand il y a plein d'objets, au bout d'un moment, les cubes 58, bref, c'est très dur de sélectionner le bon objet. Mais là, on peut encore se repérer, on peut encore on peut passer à travers ces objets-là. Et là, donc, j'ai ma chute, ma découpe de sphère qui est ici. Et j'ai les 3 petits onglets qui sont à côté là. Soit je peux cliquer sur l'œil qui est ici, et dans ce cas là je cache, c'est invisible, ma découpe devient invisible. Soit je peux cliquer sur la petite flèche qui est là, et dans ce cas là ma découpe reste visible, mais elle est plus sélectionnable. Là je fais un clic droit, mais je peux plus sélectionner ma découpe, donc ça évite de faire des erreurs. Si vous êtes très bien avec cet objet là, il a été finalisé, tout est bien et tout, mais vous voulez plus y toucher, et plus y toucher par mégarde, donc vous cliquez sur la petite flèche qui est ici, et puis plus personne pourra sélectionner cet objet. Voilà, et la caméra qui est à côté là, c'est est-ce que c'est visible ou non, mais lorsqu'on fait un rendu. Donc lorsque j'enregistrerai une image sur mon ordinateur de cette scène, via la caméra, donc pour rentrer en vue caméra c'est 0, boum, donc là je suis en vue de 0, j'ai ma chute qui est ici, là, mon objet qui est ici, mais je veux pas qu'on puisse le voir lors du rendu. Donc là je vais cliquer sur la petite caméra qui est à côté, et lorsque je ferai un rendu, je ne verrai pas cet objet. Point barre. Et donc pour cacher, c'est l'œil qui est avant qui est ici. Mais alors, comme je vous ai dit, quand on a plein d'éléments, même quand c'est renommé, quand c'est bien nommé dans votre scène, moi c'est pas rare que j'ai des scènes avec beaucoup d'objets, et ça m'énerve même d'aller devoir chercher dans les noms quand c'est bien renommé. Donc là on peut faire une sélection, si c'est visible dans la scène et qu'on peut facilement le sélectionner, on peut faire une sélection comme ça et appuyer sur H, H comme hide, hide c'est cacher en anglais. Et dans ce cas-là, on cache l'objet en soi, et on voit que ça a synchronisé le petit œil qui s'est fermé ici. Donc c'est très bien. Pour annuler un hide, on peut chercher les éléments qui ont le petit œil et puis fermer et cliquer dessus pour le réouvrir. Ou alors on peut faire Alt H, et j'ai sûrement dû le dire dans des vidéos précédentes, mais en général le Alt, c'est ce qui va faire l'inverse d'une commande en particulier. Donc là par exemple j'avais fait H pour cacher mon objet. Si je fais Alt H, je fais l'inverse de H. Pareil, si par exemple mon objet qui est sélectionné ici, je fais R, je le tourne, donc il a une rotation qui lui est une information de rotation qui est en lui. Si je fais Alt R, j'annule toutes les informations de rotation qui sont assignées à cet objet. Et Alt S, toutes les informations d'agrandissement de taille en fait. Et Alt G, tous les déplacements. Si je fais mon cube qui maintenant est positionné ici, si je fais Alt G dessus, boum, il revient au centre parce que j'annule tous les déplacements qui lui ont été appliqués. Donc je vais faire CTRL Z, comme ça je distingue bien les objets. Et je passe à autre chose. Je vais faire un peu, pas vraiment l'inverse, mais je vais prendre la même problématique que j'avais tout à l'heure, mais sous un autre point de vue. Ça veut dire que j'ai plein d'éléments dans ma scène, j'aimerais me concentrer sur certains éléments, mais au lieu d'en cacher certains comme je cache ceux qui me gênent, je vais plutôt sélectionner ce sur quoi j'aimerais travailler, par exemple ma sphère, et me concentrer que sur ça et cacher tout le reste. Donc cacher l'inverse de ma sélection, plutôt que de cacher ma sélection. Là, pour faire ça, je vais rentrer dans un mode local à l'objet en question. Donc j'ai sélectionné mon objet, je vais dire mon cube par exemple, et je veux rentrer dans un mode local pour m'intéresser que à cet objet-là, ou à la sélection d'objets, de plusieurs objets que j'ai.
pour ça, le raccourci clavier, c'est le slash avant, pas l'anti-slash, le slash avant, qui en général est au-dessus de votre clavier numérique, en tout cas pour moi c'est ça, slash avant, et alors là, on voit que c'est allé très vite, hein, mais ça a caché les objets autour, et ça a zoomé, ça m'a centré sur mon cube. Donc là, si je fais une rotation autour, si je pivote autour de... j'orbite autour de mon cube, on voit que mon centre... mon point pour orbiter est vraiment le centre de mon cube. Et si je dézoome, on voit que les objets autour ont disparu. Parce que là je suis dans un mode local, on voit aussi que les calques ont disparu, je n'ai plus accès à mes calques, pourtant je suis en mode objet, parce que les calques ne servent à rien. Là je suis vraiment dans un mode local, juste sur cet objet-là. Je peux encore passer en mode édition, travailler dessus, et repasser en mode objet, mais j'ai plus vraiment d'interaction avec les autres objets autour. Pourtant ils existent encore. Il suffit de re-appuyer sur slash avant pour sortir du mode local. Et faites attention, quand c'est une scène assez chargée, qu'on est vraiment sur un objet en particulier, on a tendance à oublier qu'on est en mode local. Et des fois on se dit mais pourquoi j'arrive plus, je trouve plus mes calques, voilà. Bah des fois c'est juste un problème d'être en mode local ou pas, donc appuyez sur slash avant pour en sortir. Voilà, il me reste un dernier outil à vous montrer. En fait, pas un outil, mais 2-3 outils, mais qui font à peu près la même chose. Je vais rentrer en mode, je vais venir dans mon cube, justement, je vais faire en mode local avec slash, et je vais aller en mode édition. Et là, je vais faire CTRL-TAB pour aller en sélection par sommet, par vertex. Et en fait, non, je vais rester par mode de face, c'est très bien. Je vais sélectionner ma face de dessus, je vais faire Supr ou X, et supprimer ma face. Maintenant, je vais revenir en mode de vertex, de sommet. Et je vais vous montrer l'outil F qui permet de remplir les faces. Donc si je sélectionne mes 4 sommets qui sont ici, 1, 2, 3, 4, je vais pouvoir faire F et je peux remplir les trous comme ça très facilement. Alors ça vous rappelle, si je fais un face loop qui est là, alors forcément je sélectionne tout mon cube. Donc sélection par Edge et je vais faire, pardon, hop. J'aimerais sélectionner que sélection par face. Voilà, les faces qui sont ici. Et si je fais Supr, voilà, j'ai que le haut et le bas. Maintenant, je peux sélectionner ici, hop, je peux sélectionner mes deux. Si je veux les remplir, je pouvais faire le bridge comme tout à l'heure, et comme ça je peux bridger ou lofter mes deux edge loops. Mais j'aurais aussi très bien pu faire des sélections de ça, par exemple, les 4 qui sont ici, faire F, le remplir, ensuite faire une sélection des 4 qui sont ici, faire F, remplir, et ainsi de suite. Si jamais vous voulez aller plus vite avec F pour remplir comme ça, vous pouvez aller dans File, User Preferences, ici, et dans les add-ons, bien sûr, je suis dans les add-ons, c'est très bien. Vous pouvez aller chercher F, alors pas 2 fois F, pas Final Fantasy, mais F une fois et F2, voilà, F2, et vous avez un modificateur qui s'appelle Mesh F2, que j'ai activé bien sûr, que vous pouvez activer, et ensuite enregistrer ici pour toujours l'avoir d'activer. Et c'est très très pratique si vous avez seulement 2 sommets de sélectionner, et que vous faites F, il calcule automatiquement que la suite il y a ça ici, et donc c'est déjà sélectionné, et donc vous pouvez refaire F, et puis vous avez rempli rapidement les 2 derniers qui manquaient. Donc ça c'est très bien. Si je fais CTRL Z, boum, jusqu'à ce que je revienne à ça, je peux sélectionner que ces deux-là, faire F, donc là je lis 2 sommets entre eux, donc je fais juste une arête, et ensuite je refais F, boum, boum, boum. Alors là il a mal calculé parce que et ça se base sur le placement de la souris bien sûr aussi. Donc là si je fais F en mettant ma souris à gauche, il n'y a que cette option là, donc je peux faire F ici, remplir, et F, 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 voilà, fini. J'ai re-rempli mon cube. Donc, je vous ai dit que c'était un ensemble d'outils parce que donc il y a le F, mais on peut se dire que bon F, j'ai sélectionné 2 sommets tout à l'heure, je sélectionne ces 2, et là je peux faire F et boum, je les ai divisés. J'ai divisé ma face. Sauf que non, j'ai pas divisé ma face. Si je me mets en sélection par face ici, on voit que du coup j'ai un seul point là, et quand je sélectionne clic droit sur ma face, je sélectionne toute la face et pas 2 triangles. J'ai pas divisé en 2 triangles. Donc en fait là en sélection par edge, par arête, on voit que j'ai une arête en plein milieu qui est liée, qui est exactement au même endroit, qui traverse ma face en deux mais qui ne la découpe pas en deux. Et ça c'est très mauvais ça. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que
ça va vous poser des problèmes plus tard lorsque vous faites des rendus, lorsque vous faites de l'animation, lorsque vous faites des textures, des choses comme ça. Tous ces genres de choses superposées, là c'est une arête qui est superposée à une face, c'est très mauvais. Donc à éviter absolument. Donc c'est pour ça que je vous montre un outil qui est similaire mais qui va vraiment découper la face en deux. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. J'ai sélectionné mes deux sommets et là je vais appuyer sur J. Et quand je fais J, c'est la même chose, ça lie les deux faces. Par contre là, à travers cet outil-là, vous allez pouvoir, maintenant, quand je reviens en mode de face, je vois que j'ai mes deux faces qui sont divisées en deux. Donc là, j'ai une face là, et c'est ça que l'on veut. En fait, je vous ai parlé de triangle qu'il fallait éviter, mais c'est ça qu'on veut quand on utilise cet outil. C'est vraiment pouvoir diviser, séparer les faces et pas juste faire une arête en plein milieu comme ça qui découpera en superposant comme ça. C'est vraiment pas ce qu'il faut. Bon, et bien du coup, là je pense que j'ai fini ma liste d'outils. Donc j'espère que ce tuto complète bien l'ancien, que avec tous ces outils de modélisation basiques, vous allez pouvoir commencer à faire des objets assez sympas déjà. Ça vous permet déjà de faire des scènes vraiment bien, sans non plus être trop complexe. En fait, il ne faut pas forcément chercher la complexité partout. Je veux dire, là déjà, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les bases pour faire n'importe quoi. Avec plus ou moins de temps, bien sûr. Il y a des choses complexes qui vous prendront énormément de temps si vous voulez les faire qu'avec ces outils-là. Mais c'est faisable. Je veux dire, maintenant que vous savez manipuler des sommets, des arêtes et des faces, placer des objets, comme ça, vous pouvez modéliser n'importe quoi. Si vous y mettez assez de temps. Dans les vidéos suivantes qui concerneront la modélisation, on ne verra que des outils qui simplifieront ces tâches-là. En fait, tous les outils qu'on va voir plus tard, ça va vous éviter des tâches répétitives ou ça va juste accélérer votre processus de travail. Donc c'est tout. Maintenant, les bases, vous les avez avec ces outils-là. À vous de vous souvenir d'un maximum de raccourcis clavier dont je vous ai parlé dans ces vidéos, que ce soit vraiment instinctif, hein, que vous y pensiez même pas, que vous les utilisiez comme ça facilement, et de les mettre en place parce que ça va vous aider à aller de plus en plus vite. Ensuite, quand vous les fusionnerez avec d'autres outils qu'on va voir dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir faire des choses vraiment très bien, assez complexes, en peu de temps, et c'est à ça que vous voulez tendre. Donc je vous souhaite bonne chance, bonne pratique, et puis je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes, bonnes vacances pour ceux qui en ont, et puis du coup à l'année prochaine. Salut!